Merci beaucoup. Alors, forcément, c'est toujours un cadeau de passer après André Comte-Sponville, donc je vous remercie, puisqu'après un orateur aussi brillant, on ne peut que s'incliner. Alors, comme de fait, je vais rebondir forcément sur la conclusion et essayer de calibrer en fait mon intervention sur les 3 points que j'ai notés. Certains d'ailleurs avec lesquels je suis d'accord, certains autres, et on le verra peut-être tout à l'heure, dans lesquels on peut avoir des divergences. C'est d'abord que le travail est un moyen. Alors, avant toute chose, aujourd'hui, celui qui vous parle est un économiste, donc dont la matière est en gros mesurer la capacité que nos sociétés, notre société dans son ensemble, notre capacité à créer de la richesse. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que je suis aussi entrepreneur, donc un petit chef d'entreprise d'une dizaine de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport aux propos qui ont été tenus, j'introduirai une simple nuance entre, comme on dit que le travail, c'est quelque chose de générique qui revêt un certain nombre de sens différents, l'entreprise aussi. Et je crois que la réalité, c'est qu'il y a des entreprises sous le même mot qui ne se ressemblent pas et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et la même conception du travail et de la manière dont on l'offre aux populations. Donc le premier point, c'est que le travail est un moyen. C'est vrai. Et n'est pas une valeur morale, j'y souscris tout à fait. Le deuxième, c'est que finalement l'avenir, comme d'habitude, va beaucoup résider dans notre capacité à comprendre ce que finalement notre matière première à venir en tant qu'entrepreneur et entreprise, fournisseur de travail, avons à incorporer, je le dis de manière assez froide, assez volontaire, à savoir les jeunes. Et effectivement, nous avons à construire un marché du travail de demain en répondant aux aspirations des jeunes. Ces aspirations, forcément, ne sont pas que le travail pour le travail, mais de disposer de moyens suffisants pour s'assurer un bonheur. Alors idéalement, il faudrait qu'effectivement ils trouvent du plaisir et du bonheur dans l'exercice de leur travail, mais à minima, ils disposeront des revenus pour être heureux dans le temps qu'il leur reste. Et le troisième point, c'est le sens. Le sens qui peut être la clé, effectivement, des conditions nécessaires pour garder déjà les talents d'aujourd'hui, mais aussi attirer les talents de demain. Le sens dans le troisième sens que vous avez évoqué au sujet du mot sens, à savoir la direction. Et je crois qu'aujourd'hui, clairement, il y a 2 types d'entreprises, celles qui attirent et celles qui arrivent encore à garder, mais probablement n'arriveront plus à garder à l'avenir, celles qui sont en capacité de donner du sens, à savoir de donner une direction. Et derrière le mot sens, on peut du coup évoquer la notion de vision, parce que pour aller dans une direction, il faut avoir une vision de là où on veut aller, et donc avoir une ambition de aussi la manière dont on veut s'inscrire dans cette vision, dans la vision du monde qui vient. Et donc, ça sera 3 points qui seront absolument fondamentaux à incorporer pour considérer le marché du travail de demain. Alors, l'introduction, elle est relativement simple. Alors, le sujet est d'une complexité infinie. Donc, lorsque je l'ai lu, à savoir l'avenir du travail, derrière la notion d'avenir du travail, il y a un peu la question, est-ce que le travail va continuer d'exister en tant que tel? D'ailleurs, quand même, pour la première fois dans un programme politique présidentiel, la question a été posée, voilà, plus ou moins maladroitement, mais peu importe, la notion du revenu universel était véritablement, en fait, la question fondamentale, est-ce que le travail reste presque utile ou nécessaire? Alors, et est-ce que, surtout, notre société est en capacité à continuer à offrir un travail au plus grand nombre? Alors, je crois que, en réalité, cette question n'est pas nouvelle. Cette question n'est pas nouvelle, elle correspond en fait à un état d'esprit, à une mutation. En gros, nous savons que nous avons quitté un monde il y a à peu près 7-8 ans maintenant, et que le monde qui vient n'y ressemblera pas. Et donc au milieu de cette mutation, tant que nous n'avons pas muté ou fini notre mutation, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons, est-ce qu'on sera en capacité en fait de donner du travail à tout le monde? La première réponse, alors cette question n'est pas nouvelle. Cette question, elle a toujours eu lieu, sauf que dans un monde d'incertitude, de l'incertitude est totale, incertitude politique, incertitude économique, incertitude monétaire, eh bien, on va dire, elle est exacerbée. Donc, la fin du travail, c'est régulièrement évoqué. Depuis toujours, on peut dire la fin du 19e siècle. Je rappelle quand même qu'à l'époque, on est passé en fait du monde de l'agricole, de l'artisan au monde de l'industrie. Bien sûr, les troubles et les innovations associées ont généré de grands bouleversements, donc tout un tas de métiers ont disparu, mais d'autres s'y sont substitués, premièrement. Mais surtout, cette question de la fin du travail, elle est d'autant plus contemporaine, elle a surtout émergé à partir des années 70, quand on a eu véritablement
accélération de l'automatisation, de la robotisation. Oui, nous allons automatiser un certain nombre de métiers qui vont faire baisser en réalité le volume global de travail. Mais ce qu'André Consponville a évoqué tout à l'heure est tout à fait vrai. En rien, cela n'a provoqué un chômage de masse. Dire que l'unité de travail est restée là, la conséquence principale de l'automatisation, de la robotisation, c'était une baisse du temps de travail. Et d'ailleurs, si on veut être précis sur le temps de travail, aujourd'hui, avez-vous en tête le temps de travail hebdomadaire aux États-Unis? Non? 33 heures. Moins que les 35 heures. Ce qui est à peu près le cas aussi de la France. Il faut faire attention lorsqu'on manipule en fait des sujets du type les 35 heures, les 40 heures. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, la somme du travail mis à disposition dans un pays qui est quasi au plein emploi, hein. Le taux de chômage aux États-Unis, c'est 4,5% de la population active. En gros, le temps de travail, c'est 33 heures. Donc, effectivement, la vraie implication de l'automatisation, de la robotisation, du progrès technique, jusque-là, est essentiellement une baisse du temps de travail, plus qu'une baisse du travail mis à disposition de nos concitoyens. Donc, progrès technique, robotisation, automatisation. Alors, beaucoup d'études, ou certaines études ont évoqué le fait que ça pouvait faire disparaître des millions d'emplois. Oui, mais c'est oublier qu'en face, en réalité, d'autres emplois émergent. À l'époque, qui aurait pu croire que, par exemple, les fabricants de lampes à pétrole, à la fin du 19e, ont disparu? Eh bien oui, ils ont disparu, mais on y a substitué. En fait, grâce à l'invention de l'ampoule, de l'électricité, etc., on y a substitué d'autres métiers. Donc, il y a substitution, en fait, d'un métier qui disparaissent, mais la question fondamentale associée à celle du travail, c'est celle du service ou du besoin qu'on adresse. Et tant qu'on a le service ou le besoin, on a toujours ce besoin qu'on doit adresser, eh bien, il y a des mutations, notamment d'origine technique, qui peuvent faire émerger d'autres manières de faire pour adresser ce besoin de service. Mais tant qu'à l'origine du sujet, on a ce besoin-là, le travail, il reste là. Alors, je dirais même que si on regarde ailleurs, je ne suis pas un théoricien, je suis un économiste praticien qui essaye de mettre à disposition des choses pratiques aux gens qui s'adressent à nous. On peut même se dire que empiriquement, c'est l'inverse. Aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête les niveaux de chômage des pays les plus robotisés, automatisés? D'ailleurs, quel est le pays dans le monde le plus robotisé, automatisé? Le Japon. Son taux de chômage au Japon, c'est combien? 3,5. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit 3,5, oui, mais bon, c'est un pays qui vieillit, donc on va dire la population active est de moins en moins nombreuse. Est-ce que vous connaissez le taux d'emploi des plus de 65 ans? C'est vrai, 21%. Alors, je vais prendre d'autres exemples, puisque vous avez évoqué le Japon et dans d'autres pays, il y en a. Mais effectivement, sachez tout de même que le taux d'emploi chez les plus de 65 ans, c'est 21%. Chez nous, c'est 2,3%. Voilà, ce n'est pas un sujet. Aujourd'hui, et ça tend à valider votre thèse. Voilà, le travail n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Lorsqu'on peut se passer de revenus du travail, on s'en passe. La preuve, aujourd'hui, les plus de 65 ans chez nous, grâce à nos systèmes de retraite généreux, mais tant mieux, tant qu'on peut les assumer, ils ont l'opportunité de ne pas travailler et donc ne travaillent pas, puisqu'aujourd'hui, les seuls plus de 65 ans qui travaillent sont du vocationnel. Sont ceux qui aiment leur travail, ça pèse 2,3% du total. Lorsque, par contre, vous avez un système qui ne permet pas de disposer, par exemple, aux plus de 65 ans de revenus suffisants pour assurer leur niveau de vie ou leurs besoins, eh bien, naturellement, dans d'autres sociétés, on le voit, ils travaillent. Donc, ça valide bien, en fait, ce phénomène-là. Mais il faut avoir en tête quand même que robotisation, automatisation ne signifie pas chômage et moins d'emploi pour les gens. Alors, deuxième exemple, voilà, on peut aussi s'en servir, nos voisins. Même si on peut décrier forcément le modèle allemand, mais les Allemands sont une société, là aussi, très automatisée, très robotisée. Est-ce que vous avez en tête les niveaux de chômage allemands? Probablement plus, mais ils sont très bas, parmi les plus bas historiques aujourd'hui, alors même que par rapport à il y a 10 ans, parce que vous pourriez dire, là aussi, le taux de chômage, c'est une question calculatoire, c'est bien une question économique, ça dépend de ce qu'on met dedans. Mais il faut avoir en tête que la capacité à créer des emplois en Allemagne depuis une dizaine d'années leur a permis d'incorporer, de permettre à des seniors qui avaient besoin de travailler, d'offrir du travail en plus à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté l'âge de départ à la retraite. Ça veut dire que concrètement, le volume de gens qui ont besoin de travail ou qui cherchent du travail est plus important. Donc si vous ne créez pas plus d'emplois en face,
ben, ça voudrait dire que votre taux de chômage naturel augmente. Eh bien non, ils ont réussi cet incroyable pari d'augmenter finalement, parce qu'ils ont fait le choix d'éviter le gonflement des dettes publiques, ça c'est un choix de société, donc ils ont réussi à augmenter le volume de la population active, en décalant l'âge de départ, mais ils ont été en capacité à créer suffisamment d'emplois pour qu'il n'y ait pas de chômage associé. Le taux d'emploi en Allemagne, qui ressemble beaucoup plus à notre société, je le conçois, par rapport au Japon, est aujourd'hui de plus de 6%, donc 2 versus 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Allemagne, le niveau aujourd'hui de revenus à disposition en fait, chez les seniors n'est pas suffisant, donc ils estiment que c'est pas enfin, leur niveau issu des retraites n'est pas suffisant, et donc en conséquence, eh bien, ils vont chercher un complément de revenus via le travail. Donc là aussi, ça milite pour dire que c'est bien un moyen et pas une fin en soi. Mais le raccourci qui voudrait dire que progrès technique, robotisation, automatisation mènent à la disparition du travail n'est pas vrai. Et en tout cas, empiriquement, c'est l'inverse qu'on constate. C'est le premier point. Bon, donc ça va nous donner du travail. Donc on va pouvoir continuer à réfléchir sur ce sujet. La deuxième question qu'on se pose en tant qu'économiste, c'est, une chose est sûre, l'histoire se répète rarement mais rime souvent, c'est finalement, est-ce que cette question qui émerge aussi brutalement, alors qu'avant elle était relativement plus discrète, ne correspond pas à une situation qu'on a déjà connue dans le temps. Et si on l'a déjà connue, observons-la pour savoir sur quoi elle a débouché. Alors on a cherché pour vous une période qui ressemble un peu à la nôtre, à savoir une période troublée, dans laquelle en fait nos certitudes sont ébranlées, un certain type de métiers, de secteurs d'activité sont ébranlés et ils vont être amenés à changer. La période qui lui ressemble le plus dans l'histoire moderne, on va dire, c'est celle de la fin du XIXe siècle. Alors, si vous me permettez, je vais m'attarder un tout petit peu en fait sur ce parallèle historique, parce qu'il y a beaucoup de lignes de force communes entre la situation de la fin du XIXe siècle et la nôtre, et la question de fond, c'est qu'on va observer la manière dont on y a répondu au début du XXe et la manière dont on pourrait aujourd'hui y répondre, donc par rapport aux différences de l'époque. Alors, la fin du XIXe, en quoi finalement elle ressemble à l'époque actuelle? Bien tout simplement, le monde aussi avait connu, parce qu'on a l'impression en fait qu'on a inventé le progrès technique, ou les innovations de rupture, n'est-ce pas? Donc le big data, ou autre. Sachez que j'ai une boîte qui fait de la prospective économique, et pour ce faire, on achète des centaines de millions de séries économiques, on a des ingénieurs qui créent des algorithmes de traitement pour diffuser des diagnostics. En gros, on fait ce qu'on appelle du smart screening de big data. Vous voyez ? C'est intéressant, ça fait 10 ans qu'on le fait. Alors les médias se sont saisis de mots, et du coup, voilà. Mais en réalité, ces métiers de traitement de grandes données ou autres ne sont pas nouveaux. Les premiers à l'avoir fait, historiquement, et ça fait des décennies, sont les gens qui travaillaient en génétique des populations. La génétique des populations, avec les mots modernes, c'est faire du big data. C'est donner du sens, en fait, à des jeux de données qui sont très importants. Alors, on aime bien, du coup, créer des concepts marketing autour de ça. Bien sûr que Internet, l'automatisation via le traitement, en fait, de données en masse va changer un certain nombre de choses, faire émerger des métiers qui n'existaient pas jusque-là. Mais en réalité, tout ça n'est pas vraiment nouveau. Alors, les innovations de rupture, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'époque, là où, effectivement, ça a débouché sur une révolution, c'est la fin du 19e avec, vous le savez, hein, c'est très concret, la machine à vapeur. La machine à vapeur, elle a permis de faire quoi? C'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à notre monde depuis une vingtaine d'années. Fondamentalement, elle a permis le transport, le mouvement. Et quand vous êtes un chef d'entreprise, donc qui cherche à créer de la richesse, sur la base de l'exploitation d'une matière première qui est la matière humaine, le transport, ça permet quoi à l'époque? À l'échange. Ça, c'est la vision positive. Ça permet quoi? Délocalisation. C'est concret. Jusque-là, on consommait là où on produisait, ou inversement, on produisait là où on consommait. Parce qu'on n'avait pas les moyens matériels, si ce n'est la calèche, en fait, de faire, voilà, de transporter finalement les machines qu'on produisait. Donc, à l'époque déjà, très vaste phénomène de délocalisation, alors régional, pas international, même si il faut quand même savoir qu'au début du XXe, la Chine de l'époque, c'est l'Argentine. Hein. Ça, on l'a oublié aussi, c'est que le concept même de mondialisation n'est pas là aussi nouveau.
le poids des exportations dans la richesse créée au niveau mondial aujourd'hui, certes, les échanges s'accélèrent, mais en poids, c'est le même qu'au début du XXe. Donc les exportations en pourcentage de la richesse créée de l'époque étaient aussi importants qu'aujourd'hui. Simplement, ce qui change, c'est la vitesse à laquelle, en fait, ces échanges se réalisent. Donc, innovation de rupture qui permet un vaste phénomène de délocalisation. Premier point. Deuxième point, autre innovation de rupture, ampoule, électricité, machine à vapeur aussi, qui crée ou qui nous permet d'adresser des nouveaux besoins. Là aussi, on pourrait dire qu'est-ce qui a joué ce rôle-là jusqu'à maintenant chez nous? Grosso modo, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Internet, de la même manière. Donc on a vraiment deux paramètres. Un, délocalisation. Donc vous qui accompagnez des dirigeants d'entreprise, délocalisation, ça fait tilt. Hein. Au moment où vous la faites, ça permet d'avoir des marges supérieures. Et deux, une capacité à adresser des besoins, des nouveaux besoins, simplement parce qu'on est en capacité de le faire, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc ça crée des débouchés. Pour une entreprise, en termes, excusez-moi, hein, mais économiques, ça veut dire globalement plus de débouchés, plus de chiffre d'affaires, donc, plus de croissance. Il faut savoir que la croissance, la mesure en tout cas de la croissance aujourd'hui dans nos pays, c'est le produit intérieur brut, et c'est tout simplement la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises qui évoluent sur votre territoire. Donc, innovation technologique majeure, plus de débouchés, donc plus de croissance, plus délocalisation, ça veut dire plus de marge. Donc, parfait, environnement superbe. Alors, donc, vous avez compris, hein, chez nous, les délocalisations, c'est la Chine, c'est pas vrai, et un peu Internet, mais c'est essentiellement l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, qui marque un tournant majeur dans l'histoire économique moderne, puisque pour la première fois historiquement, en une dizaine d'années, un pays qui n'existait pas sur la scène économique, sur la scène internationale, va devenir le premier producteur manufacturier mondial, le premier exportateur mondial en 10 ans. Jamais, en termes de vitesse, ça n'est arrivé. Alors, soit dit en passant, on l'a choisi. Hein. Concrètement, avoir laissé rentrer la Chine dans l'OMC avec ses pratiques, c'était choisir de laisser un acteur qui joue au football avec les règles du rugby. En général, celui qui joue au football avec les règles du rugby, il l'emporte. Je fais, en gros, en instaurant, d'un point de vue économique, en instaurant essentiellement un dumping monétaire. J'y reviendrai au moment des questions si vous le souhaitez. Mais bon, phénomène de localisation aussi chez nous, phénomène d'explosion des débouchés, parce que Internet permet aussi de faire des choses nouvelles. Le téléphone portable, enfin vous avez en tête tout cela, hein, les ordinateurs, etc., etc. Bien. Alors, sauf que une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est ça qui est intéressant à la fin du 19e. Globalement, quand vous avez donc innovation technologique majeure, délocalisation, vous délocalisez, ça vous apporte une fois que c'est fait, c'est fini. Et deuxièmement, nouveau débouché. Mais une fois que vous avez équipé tout le monde avec les nouveaux produits que vous pouvez leur mettre à disposition, on pense par exemple au téléphone portable, une fois que vous l'avez fait, ce n'est que du renouvellement. Donc c'est plus la dynamique structurelle de l'augmentation des débouchés n'est plus là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, au bout d'un moment, la croissance diminue. La croissance ralentit. C'est ce qui s'est passé à la fin du 19e. Alors, pourquoi ça peut poser problème, le fait que la croissance ralentit? C'est bien une préoccupation d'économistes. Parce qu'en fait, la croissance, la richesse qu'on crée dans une zone, c'est pas autre chose, s'il fallait donner une image, que la taille du gâteau qu'on se partage, globalement. Quand la taille du gâteau qu'on se partage augmente fortement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça autorise? En gros, est-ce qu'il y a des problèmes dans ces périodes-là? Eh bien non, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un temps dans lequel les entreprises investissent, les entreprises ont assez d'argent pour, même si c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, je l'ai bien retenu en termes de revenus, en termes de salaire, lorsque vous avez une augmentation naturelle de votre chiffre d'affaires, vous disposez des moyens suffisants pour rémunérer les gens convenablement. Donc globalement, l'augmentation de la taille du gâteau à se partager de manière vive, ça nous permet de ne jamais, enfin en tout cas de ne jamais laisser apparaître les problèmes. Lorsqu'il n'y a pas de troubles sociaux dans ces époques, ou relativement peu, ils sont marginaux. Alors, une société, lorsqu'elle est dans un environnement de taux de croissance fort, peut même accepter un partage de la valeur ajoutée très inégalitaire, avec peu qui prennent beaucoup et beaucoup qui prennent quasi rien. Parce que lorsque la taille du gâteau à se partager augmente, le beaucoup qui gagne quasi rien, il gagne quand même.
Et la réalité, c'est que, et c'est structurel, lorsque la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, mais a tendance à se stabiliser, c'est pas décliniste, hein, se stabiliser, ce changement d'état change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, le degré d'acceptation des beaucoup qui gagnent peu et du petit qui gagne beaucoup est ce degré d'acceptation-là est beaucoup moins élevé. En gros, les gens ne l'acceptent plus. Et donc, naturellement, il se passe quoi quand on passe de ce monde en expansion naturelle, où les entreprises investissent beaucoup dans leur outil de production, gagnent de plus en plus d'argent, et en font bénéficier à la marge en fait leurs salariés. Lorsque cet environnement change, la croissance disparaît, il se passe quoi? Naturellement. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à l'époque, d'après vous? Des troubles sociaux de plus en plus forts, avec du syndicalisme de plus en plus fort, des anarchistes qui font même des attentats à la fin du 19e, dans des proportions qui sont assez colossales, et une tension dans la société de plus en plus vive. Alors, est-ce qu'on a des similitudes chez nous? Je ne sais pas, en termes de troubles, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans ce même faisceau, dans ce même environnement? La croissance a disparu, là aussi c'est un fait, parce que nous sommes à maturité, nous sommes à saturation. Voilà, alors, en gros, le nombre de clients à disposition a tendance à se stabiliser, donc on rentre dans une société plutôt du renouvellement. La technologie nous permet de faire des choses différemment, un transfert de métier d'un métier à un autre, mais concrètement, la taille du gâteau à se partager a tendance à se stabiliser. Eh bien, lorsque, aujourd'hui, vous avez les mêmes troubles sociaux qui s'expriment de manière très concrète depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que le vote Trump? C'est un vote anti. Alors anti quoi? On n'a pas bien compris. Parce qu'en réalité, quand vous étudiez le programme de Trump, je pense que les gens n'ont pas compris que c'était l'inverse. En tout cas, c'était le moins favorable au grand nombre qui gagnent peu. Mais bon, peu importe, les gens votaient anti. Le Brexit, les gens votent contre. Le référendum italien qui est complètement passé à l'as fin novembre, début décembre, les gens votent contre. Alors, les élections présidentielles françaises, effectivement, peu importe la victoire de Macron, 35% pour l'extrême droite. Et si vous ajoutez en fait le score extrême droite, extrême gauche au premier tour, les gens votent contre. Tout le monde vote contre. C'est l'expression aujourd'hui des troubles sociaux. Alors ça, c'est donc, il y a un parallèle très fort. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe en termes pour les entreprises qui fournissent le travail dans ce monde-là, à la fin du 19e? Quelque chose de fondamental qui change. L'entreprise elle-même, lorsque la taille du gâteau à se partager dans son secteur d'activité n'augmente plus, quelle est sa première réaction? Effectivement, mais la première réaction, nous l'avons vécue. Elle baisse les prix. Alors ça, c'est à qui perd, hein, celle qui baisse les prix. Mais espérons qu'elle ne le fasse pas. Mais la première réaction, c'est déjà qu'elle serre les boulons. Elle passe son compte de résultat à la paille de fer. De par votre métier, je pense que vous avez constaté que c'est une technique qui a été relativement multipliée au cours des dernières années. C'est normal. La première réaction, c'est que je ne comprends pas, et donc pour préserver ma profitabilité, je préserve mes marges et je passe mon compte de résultat à la paille de fer. Je ferme des usines, je licencie, et je mets une pression folle aux dirigeants, qui, bien entendu, si je mets une pression folle aux dirigeants, vont la mettre à leurs collaborateurs, etc., etc. Donc ça, c'est la réaction naturelle. La deuxième, en termes de stratégie d'entreprise, c'est quoi? C'est que l'entreprise elle-même veut continuer son expansion individuelle. Peu importe que le monde soit moins en expansion, elle veut continuer à grandir. Alors là, il y a peut-être un problème avec cette conception-là, mais c'est un constat. Et pour assurer son expansion individuelle, lorsque la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, c'est très simple, on se mange les uns les autres. Vaste phénomène de consolidation qui fait, au départ de beaucoup d'entreprises, il n'en reste que quelques-unes. Et donc, dans tous les secteurs d'activité, lorsque la croissance disparaît, naturellement, parce qu'individuellement, c'est la seule réponse qu'on peut apporter pour continuer à grandir individuellement, c'est se racheter les uns les autres. Ça tend vers des oligopoles. À la fin du 19e, ça s'appelait des trusts. Effectivement, vous avez des énormes conglomérats et globalement des marchés qui n'ont plus que quelques acteurs qui ont compensé la faiblesse, je dirais, de l'augmentation de leurs débouchés par un rachat de parts de marché. Alors ça, vous commencez à le voir venir. Vous commencez. C'est que le début. Lorsqu'on s'exprime sur l'avenir, bon, déjà c'est dangereux parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais ces similitudes-là ne nous étonnent pas. Parce que lorsque la croissance disparaît, la réponse la plus naturelle pour une entreprise, c'est la croissance externe. C'est préserver ses marges,
puis la croissance externe, pour aboutir à des oligopoles. Ok, donc là, on a compris, ça ressemble beaucoup en fait à la période actuelle. Mais bon, si on regarde le passé, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Alors sachez que ce n'est pas tenable, ce n'est pas pérenne. Et en général, tout ça débouche sur une rupture. Quelle est la rupture à l'époque? Non, pas la guerre. La crise de 29. Oula non, heureusement, nous n'aurons pas 30 ans à attendre ces ruptures qui nous permettront de probablement créer un modèle qui sera plus en adéquation à ce que nous sommes et à ce que les jeunes désirent et ont besoin justement comme sens pour mettre à disposition leur qualité au sens d'une action collective sur laquelle une entreprise peut capitaliser. En réalité, c'est un vote. À l'époque, c'était une rupture politique. Un vote assez méconnu, 1901. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Hein. Lorsqu'on est en période de trouble, en général, les gens l'expriment jusqu'à ce qu'il y ait un changement. 1901, est-ce que vous savez ce qui se passe? Alors là, je vais prendre l'exemple des États-Unis. C'est le plus marquant. Theodore Roosevelt, l'autre, pas celui des années 30, Theodore Roosevelt est élu sur un programme dont le titre est assez évocateur de ce qu'il fera, ou en tout cas il essaiera de mettre en place. Est-ce que vous avez une idée? Le Square Deal. En gros, face à l'acceptation de moins en moins forte des populations que peu prennent beaucoup, face au fait que des trusts se forment, des très grosses entreprises se forment, jusqu'à devenir des concurrents sérieux du pouvoir politique et de l'État, il se passe quoi? Il se passe que les gens votent pour quelqu'un dans le programme et de dire « je vous découperai ». Et c'est la période qui s'ouvre, une dizaine d'années de lutte entre des intérêts privés très gros, des grandes entreprises, des trusts, et le pouvoir politique, qui mènera aux lois antitrust un peu plus de 10 ans plus tard, à un découpage en règle. C'est une rupture, c'est la réponse de l'époque. Alors, bon, c'est intéressant, ça marque le fait que le phénomène actuel n'est pas durable. La concentration des marchés va se poursuivre, probablement dans les années qui viennent, mais elle ne sera pas tenable parce que la société ne pourra plus l'accepter. En gros, l'évidence même dans un monde plus contraint, en gros, d'intérêts privés qui ont beaucoup et qui peuvent parfois paraître à contresens de l'intérêt général, ce n'est pas tenable dans le temps. Alors la question de fond, c'est pour nous, ça veut dire quoi? Est-ce que nos ruptures vont être politiques? J'en sais foutre rien. Hein. Ça, je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être que les ruptures seront politiques. On a commencé à voir des changements assez profonds sur le sujet. La rupture que je vois, elle vient beaucoup plus dans la continuité de vos propos tout à l'heure, c'est une rupture des modèles d'entreprise. Justement, de prise de conscience des grandes entreprises qui sont en train de mettre en place des stratégies qui sont basées sur essentiellement passer à la paille de fer sans compte de résultats, virer les gens, fermer des usines, mettre une pression folle sur les dirigeants, ça c'est terminé. Et je pense, d'ailleurs je serais très intéressé à voir votre retour d'expérience sur les gens que vous accompagnez. Moi ce que je constate et ce que je vois, c'est le verre est plein et qu'il suffit de rajouter une goutte d'eau pour que les gens se barrent. Et qu'en fait, beaucoup d'entreprises qui ont suivi cette stratégie-là, aujourd'hui, ça a fonctionné pendant les 4-5 dernières années, parce qu'on a serré les dents, on nous a expliqué que c'était un monde en crise, et donc une crise, il faut faire le dos rond, donc on accepte de faire les efforts à un moment donné, sauf qu'une crise qui dure, ce n'est plus une crise, c'est une mutation. Et si c'est une mutation, ces efforts qui ne sont pas tenables dans le temps, parce que certes, travailler est un besoin, est un moyen, mais en tout cas, pas que ça devienne en tout cas une prison, c'est qu'aujourd'hui, on est à la veille d'un burn-out généralisé de la plupart des salariés dirigeants au regard des politiques d'entreprise qui ont été mises en place depuis quelques années. Donc, je pense que c'est ça le constat de fond. Je ne sais pas s'il y aura des ruptures politiques. Ce que je sais, c'est que si les entreprises qui continueront à utiliser ce modèle-là vont dans le mur, et ils vont tout droit dans le mur, dans un horizon aujourd'hui de court et moyen terme, et avant 2030. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou qu'est-ce qu'elles doivent faire? Alors il y a deux sujets. Pour l'entreprise qui propose du travail, il y a la première, c'est d'être en capacité de reconstruire son logiciel, de reconstruire en fait son mode de pensée, reconstruire le travail qu'elle offre, le sens qu'elle offre à ses collaborateurs, à travers une redéfinition complète de la relation au temps qu'elle orchestre donc dans son entreprise, de la relation à la hiérarchie. On parle beaucoup d'entreprises verticales qui doivent devenir horizontales. Ça vous paraît une évolution naturelle, ça, ou pas?
Alors on en parle beaucoup, on en fait peu. Hein. Oui, c'est vrai. L'entreprise libérée, on en parle beaucoup, on en fait peu. J'ai une petite boîte d'une dizaine de personnes, c'est dur. Ça nécessite, c'est extrêmement dur. Si vous voulez, je pourrais vous parler en fait de mon expérience personnelle. Ça fait 7 à 8 ans que j'ai créé une boîte sur des produits nouveaux, technologiques, et dont les salariés, collaborateurs, sont tous jeunes. Enfin, il faudrait définir quel est le niveau de jeunesse. En tout cas, ont tous entre 25 et 35 ans. Et donc c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est compliqué, c'est exigeant pour celui qui pilote, parce qu'il faut un pilote tout de même, mais ça marche de manière extraordinaire si vous savez justement construire ce sens et apporter autre chose que des revenus. Mais je vous en parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez. Et donc réinventer son rapport au temps, sa relation au temps. On n'est pas obligé d'être une petite entreprise pour le faire. Certaines grosses réussissent tout de même. Enfin, on prend l'exemple qui est une tarte à la crème, mais peu importe quand même. Google est disruptif dans sa manière en fait de gérer ses collaborateurs tout de même. Alors là où il y a peut-être une limite, et il faudrait poser la question aux philosophes pour le coup, c'est qu'il faut faire attention aux limites qui disparaissent entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça peut être un sujet, mais tout de même, sa relation au temps, offrir un jour par semaine à ses collaborateurs pour mettre en place des projets personnels, sans exigence derrière, bien sûr c'est disruptif. Ils ont réinventé en tout cas le message qu'ils donnaient en fait à leurs collaborateurs. Voilà, ce n'est pas une prison, c'est aussi un endroit qui considère qu'un travail, ce n'est pas qu'un revenu, mais c'est aussi des conditions d'expression ou d'accomplissement personnel. Donc des grosses boîtes, c'est possible. Des petites boîtes nouvelles, c'est dans leur ADN. Donc je ne suis pas inquiet pour les très grosses boîtes qui ont réussi à le faire jusque-là. Je ne suis pas inquiet pour les petites boîtes, parce que c'est pour ça qu'il y a des entreprises. Il y a la grosse entreprise traditionnelle faite sur les marchés financiers, donc où le temps court l'a emporté sur le temps long, je l'évoquerai tout à l'heure, et c'est peut-être le principal frein pour assumer la révolution que nos entreprises doivent faire. Et il y a les autres, les petites entreprises qui partent d'un projet, qui n'ont pas un rond. Voilà, la liberté, ce n'est rien posséder, donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, le fait que le patron se lance et définisse d'abord du sens, une direction, une mission à l'ensemble de l'entreprise collective qu'il veut mettre en place, ça, c'est très adapté au futur. C'est très adapté, en fait, à ce que veulent les jeunes. Parce qu'il y a adéquation entre le sens, les revenus, ça reste un moyen, et le côté fun, en fait, du temps qu'on y passe. Le gros problème et le gros sujet, c'est pour toutes les grosses entreprises traditionnelles. C'est énorme. Alors, effectivement, mon métier me permet d'en côtoyer beaucoup. Certaines y arriveront. Je doute que la plupart y arrivent. Et c'est là où vous avez un rôle évident, en fait, dans l'accompagnement et la prise de conscience. Que si les modèles mis en place depuis 5 à 6 ans fonctionnent à court terme, ils sont mortels à moyen et long terme. Pour une raison simple, quand on dit se réinventer son logiciel, revoir la relation à la hiérarchie, revoir la relation au temps, revoir la relation au revenu et la place en fait du pognon dans la relation entre l'entreprise et le collaborateur. Tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire investir. Investir pour se réinventer. Or, l'investissement est un sujet qui a disparu depuis 5 à 6 ans chez beaucoup d'entreprises. Investir, ça veut dire être conscient que si on ne fait pas ça, si on n'investit pas dans sa reconstruction de son logiciel, dans le capital humain associé, ou dans les conditions nécessaires pour valoriser ce capital humain, aujourd'hui, mais bien entendu, vous en toucherez les fruits dans 3 ou 4 ans, si vous n'avez pas cette capacité de projection, c'est mort. Et je voulais vous faire part tout de même d'une réflexion sur le sujet qui fait naître des doutes chez moi sur la capacité qu'auront ces grandes entreprises traditionnelles, souvent cotées, à se réformer. C'est que malheureusement, on a peut-être suivi un chemin il y a une vingtaine d'années, 25 ans dans nos entreprises, qui s'avérera mortel pour un certain nombre d'entre elles. Donc en gros, le conflit actuel, c'est temps court, temps long. Temps financier, temps économique. Et quand je dis économique, c'est temps de l'entrepreneuriat, temps de l'investissement aujourd'hui pour construire la richesse demain, mais sûrement plus encore après-demain. Et la problématique fondamentale, c'est qu'on a fait une erreur au milieu des années 90 dans ces grands groupes, où on a pensé qu'il était utile et efficace pour l'entreprise de transformer les salariés dirigeants en actionnaires. Et ça, en réalité, c'est une bombe à retardement pour une raison très simple. Il faut comprendre qu'une entreprise, c'est un dialogue entre deux temps. Le temps court,
qui est globalement le temps financier, le temps de l'actionnaire, le temps du retour sur investissement, et encore plus qu'on est sur des marchés cotés, ce n'est pas de retour sur investissement dans 10 ans, c'est chaque année, voire même un peu plus court, et le temps long qui est porté par l'entreprise, la capacité à véritablement créer de la richesse aujourd'hui, mais surtout demain et après-demain. Et pour ça, assumer des investissements. Alors bien sûr, des investissements en usine, mais le sujet n'est pas l'investissement en usine aujourd'hui. Dans un monde dans lequel le débouché est à saturation, le sujet, c'est pas investir dans des usines, c'est investir dans les gens, dans le capital humain. Et c'est là une vraie différence. Et donc, ce dialogue nécessaire entre le temps court et le temps long, normalement, dans un comité de direction ou un conseil d'administration, ces entités-là permettaient un dialogue, permettaient que les uns donnent leurs exigences, légitime, celui du financier de l'actionnaire, mais les autres fassent part aussi de la réalité du temps long et du temps économique et du temps entrepreneurial, les défenseurs de l'entreprise versus les défenseurs de la propriété de l'entreprise. Et donc, la problématique, c'est qu'en transformant les salariés dirigeants des boîtes via, en gros, des mécanismes de stock option, vous avez transformé le temps, ces porteurs, ces défenseurs du temps long en défenseurs du temps court. Ce qui fait qu'on a fait disparaître dans ces grandes entreprises le dialogue nécessaire entre le temps long et le temps court. Quand le temps court l'emporte, c'est terminé. Mes clients sont essentiellement des investisseurs institutionnels. Je connais leurs exigences en termes de retour sur investissement. Ces retours-là ne sont pas en années. Ils sont en mois ou maximum en années, non au pluriel. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui et c'est un vrai frein et il faudra le régler. Donc là aussi, vous, en tant que coach, vous accompagnez souvent des salariés dirigeants. Je pense qu'il est très important de remettre en question cette croyance profonde qu'on rend les gens heureux au travail en les rendant propriétaires finalement ou actionnaires. Parce qu'en tant que tel, on se trompe de mission. Lorsqu'on travaille dans une entreprise, on défend sa capacité à créer de la richesse, non aujourd'hui, mais surtout demain ou après-demain. Et par contre, lorsqu'on est actionnaire, on a l'exigence de ne pas attendre ad vitam aeternam pour qu'elle soit en capacité de le faire. Mais il faut vraiment assumer les deux. Et c'est un sujet de fond. Donc c'est un sujet de fond qui va poser un problème de réforme, de révolution, de transformation de nos entreprises. Et je pense qu'il est fondamental que des gens comme vous puissent porter ces messages de réalisme. Ce n'est pas parce qu'un modèle mis en place au cours des 5 à 6 dernières années fonctionne qu'il va continuer à fonctionner, bien au contraire. Donc l'enjeu majeur autour du travail, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Le travail va continuer d'exister. Le temps de travail, est-ce qu'on a atteint un plateau, 33 heures, partagé au niveau global? Alors, est-ce que le 33 heures, on l'atteint avec des gros postes à 45 heures et des petits postes à 20 heures? Ça, c'est un sujet de répartition, en fait, de la répartition de la taille du gâteau de travail à se partager. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on ira en dessous de 33, au-dessus de 33? Ça, peu importe. Mais le vrai sujet, c'est que le travail ne va pas disparaître. Vous le savez d'ailleurs. Parce que derrière le travail, il y a des besoins à adresser. Dans quel secteur d'activité, par exemple, il va y avoir un vrai gisement de travail? Pardon? Service à la personne. Mais vous voyez, j'ai rien à vous apprendre. Effectivement, la technologie, c'est une révolution, mais une révolution de moyens. Oui, des métiers disparaîtront, mais seront inventés par d'autres. On leur donnera d'autres noms. En réalité, on trouvera des lignes de force très fortes avec des métiers qui étaient faits par ailleurs. La vraie question de fond, c'est que oui, bien sûr, il va y avoir des besoins adressés. Le problème du service à la personne est donc un problème pour le coup, assez de technicien. C'est la société s'organise-t-elle pour permettre aux gens qui peuvent fournir ce service à la personne de le faire. Concrètement, c'est un sujet parce que est-ce que vous avez en tête le nombre de plus de 65 ans aujourd'hui en France? Une idée? 12 millions. Est-ce que vous avez en tête en 2030 le nombre de plus de 65 ans? 12, 25, non. 12, 16 millions. 4 millions de personnes en plus. 4 millions sur 12, ça fait des proportions colossales d'augmentation. Est-ce que vous avez en tête la taille de la population en âge de travailler aujourd'hui? Les 20-65 ans, si on considère que c'est une aspiration, enfin voilà, on n'a pas de retraite avant, et donc vu qu'on n'a pas de revenus, et que la proportion de rentiers est assez faible dans une population, il faut travailler. Le nombre de la population des 20-65 ans chez nous? 36, pas très loin. Le nombre la taille de la population en âge de travail en 2030? 36. Voilà. Je ne suis pas décliniste. 36, ok. 12, 16.
Donc il est évident que dans un gisement, il va y avoir en fait une offre d'emploi à fournir aux seniors de demain. Le vrai problème, c'est que pour un business, c'est bien d'avoir des clients potentiels en face. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour que ça devienne un business? Il faut du pouvoir d'achat. Et voilà c'est l'acte de consommation. Il y a deux dimensions, le désir initial ou le besoin et ce que j'ai dans la poche pour pouvoir le transformer en acte de consommation. Et l'économie, en tout cas le transfert financier, il se fait lorsque il y a les deux. La problématique de ces 12 à 16 millions, c'est que leur pouvoir d'achat n'est pas énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le coup, les techniciens dans le métier, en tout cas dont la mission, c'est offrir tout travail à toute personne sur son territoire qui a besoin de revenus, soit en totalité, soit complémentaires, pour maintenir son niveau de vie. Ça, c'est une mission, je dirais, presque sociale. Si c'est le rôle de la société, lorsqu'on fait le constat qu'on a une explosion d'un besoin qui va arriver, mais qui n'est pas très solvable, bien entendu, on doit travailler pour adresser cette problématique-là, sur le coût du travail, cette fois, pour permettre en fait aux entreprises qui iront dans ce domaine-là d'avoir des coûts de production qui soient suffisamment faibles pour que les gens en face puissent les acheter. Voilà. Donc c'est une question de fond. La notion de travail n'est pas là, donc le travail restera là, et je pense qu'au contraire, on va plutôt aller vers plus de travail que vers moins de travail, en unité, en nombre, pas forcément en temps. Il est évident que le taux d'emploi chez les seniors va augmenter, parce que, mais sachez-le, les réformes qui ont été passées au cours des 20 dernières années des systèmes de retraite vont progressivement faire leurs effets. L'effet principal, c'est que les retraites baisseront à peu près le taux de transformation des retraites. Ce que vous touchez à la retraite versus ce que vous touchiez en activité vont baisser de 10 à 20%. Voilà. Donc ça veut dire 10 à 20% de revenus en moins pour les retraités de demain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Soit ils acceptent de voir leur niveau de vie, pourquoi pas, s'ils sont heureux avec entre 10 à 20% de moins, ok. S'ils ne le sont pas, ils chercheront à avoir des compléments. Et les compléments, c'est quoi? C'est avec un peu de chance, j'ai accumulé du patrimoine, je deviens rentier, donc j'en profite pour compléter mes revenus, mais la plupart du temps, c'est du travail. Et donc, vous verrez que la place du travail ne va pas disparaître, parce qu'en fait, le besoin des gens de travailler ne va pas disparaître. Et c'est bien là où parce que le travail est un moyen, le moyen de disposer des revenus suffisants pour assurer un niveau de vie qui va être un niveau de vie qu'ils jugeront correct. Donc pour les entreprises, la question n'est pas, la question n'est pas celle du travail, mais celle de l'entreprise et son organisation. Et le vrai levier, c'est comment créer les conditions, comment on réinvente son logiciel pour donner du sens et créer les conditions de rétention des dirigeants d'aujourd'hui, des talents d'aujourd'hui, mais surtout d'attractivité des talents de demain. Et donc, si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure au moment de la table ronde. Il y a des gens qui sont assez modernes pour créer ces conditions-là. Le vrai enjeu, les petites boîtes, je ne suis pas inquiet. Celles qui réussiront, parce que certaines perdront, c'est pas grave, il faut essayer il faut au moins, elles auront le mérite d'essayer, mais les petites boîtes sont adaptées, certaines grosses le sont, mais c'est un peu dans leur ADN. Mais une grande partie aujourd'hui de l'offre de travail qui est disponible dans ces grandes entreprises sera mise en difficulté. Mais du coup, je ne suis pas inquiet pour les gens qui y travaillent, parce que les gens qui y travaillent trouveront d'autres entreprises, peut-être plus petites, ou certaines grandes qui auront réussi à cette mutation-là, et leur offriront un autre travail. Donc je suis plus inquiet sur certaines grandes entreprises qui sont au-devant d'une révolution colossale, et je pense que nombre d'entre elles n'en ont pas conscience, et en tout cas n'ont pas du tout réfléchi à la manière dont on pouvait concevoir l'offre de travail de manière différente, versus d'autres entreprises qui sont déjà adaptées. Donc c'est ça le vrai sujet. Le sujet, c'est moins un sujet de travail qu'un sujet en fait de créer les conditions pour attirer les gens qui mettraient en disposition leurs compétences dans un sens bien défini à l'avance. Merci. Voilà, et donc à tout à l'heure pour les questions.